Alors, donc, nous allons démarrer notre débat. Donc, à la tribune, Marianne, qui va animer la soirée avec moi. Je remercie nos invités, des représentants des villes qui font déjà la gratuité, donc ils savent de quoi ils parlent, et ça nous intéresse, évidemment. Donc, Julie Kalnibalowski, qui est membre de l'Observatoire des villes du transport gratuit et qui a mené la dernière étude sur Dunkerque. Cyril Sineux, à ma gauche, adjoint au transport à Clermont-Ferrand, vice-président de l'agglomération de Clermont-Ferrand, chargé de la gratuité. Thibaut Vigourou, chargé de mission gratuité des transports à la métropole de Montpellier. Donc, je vous donne le déroulement de la soirée. Nous allons donner la parole à nos invités qui vont faire entre 10 minutes et un quart d'heure une présentation. Et puis, bien sûr, ils pourront ensuite intervenir quand ils le souhaiteront dans le débat. Nous donnerons la parole, puisqu'elle doit partir à 20h, à Cyrielle Châtelain, députée de la deuxième circonscription, que je remercie d'être présente. Et ensuite, nous donnerons la parole aux 3 collectifs qui animent cette campagne, 5 minutes chacun. Donc, et ensuite, on aura encore au moins une heure environ, pour débattre avec vous. Je vais présenter les 3 collectifs qui sont à l'initiative et qui animent cette campagne. Je commence par le collectif pour la gratuité des transports, qui mène des actions pour cet objectif depuis 10 ans maintenant. 9 ans, pardon. Et qui regroupe ATTAC, Andy Moitou, la CGT, la FSU, Solidaire, Ensemble, Génération, l'AFI, l'ONPA, le PCF et UCL. Il y a le deuxième collectif, le collectif Grenoble Citoyenne, qui est un collectif qui a été relancé récemment et qui soutient la majorité municipale de gauche à Grenoble. Il est composé de mouvements politiques, l'ADES, ELV, Ensemble, Génération S, LFI, PCF, Réseau Citoyen, ainsi que de citoyens non encartés. Il y a le collectif Alternatiba, qui est un mouvement citoyen que vous connaissez pour le climat et la justice sociale. Le regroupement de ces 3 collectifs pour mener cette campagne a donné une nouvelle impulsion au travail fait par le collectif Gratuité des transports, avec un élargissement significatif de forces politiques et sociales nouvelles. 20 004 pages distribuées, 4 pages qui est là, vous pouvez en prendre si vous ne l'avez pas encore. Plus de 2000 signatures, je crois que c'est 2300 en fait, signatures d'une pétition, des rencontres avec des élus, des parlementaires, des conférences de presse, etc. Cette campagne bouscule les idées reçues sur la gratuité, sur son financement, sur la fraude, sur les choix d'investissement et de développement des transports. Car ce n'est pas une campagne uniquement pour la gratuité, mais aussi pour le développement de l'offre de transport, notamment la mise en service d'un RER dans la région grenobloise qui réduirait significativement l'usage de la voiture dans une région contrainte géographiquement et souvent asphyxiée dans sa circulation automobile. La gratuité et le développement sont liés. Pas de gratuité possible sans développement de tous les modes de transport et pas de développement des transports en commun sans gratuité. Nous n'opposons pas les transports en commun, la marche à pied, le vélo. Tous ces modes sont complémentaires. Je pointe là quelques enjeux et quelques arêtes du débat, mais je ne développe pas plus, puisque ce n'est pas mon rôle. Les membres des collectifs le feront tout à l'heure. Donc, ben voilà, j'ai fini. Je passe la main à Marianne. Et donc, pour continuer, c'est Julie Kalnibalowski qui va commencer la présentation. Voilà. Ok, ça marche. Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Merci aux 3 collectifs qui nous reçoivent ce soir. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui.
pour cette invitation et merci évidemment à vous toutes et tous d'être venus si nombreux pour ce débat qui s'annonce, je pense, passionnant. En tout cas, vous n'êtes pas venus pour rien. Et donc en fait, moi, je suis Julie Kalnibalowski, je représente l'Observatoire des villes du transport gratuit, dont je suis l'animatrice scientifique depuis la fin de l'année 2020, et également chef de projet chez l'association de recherche VIGS, Ville innovante et gestion des savoirs, qui est basée à Lyon, et qui fait aussi partie de l'Observatoire des villes du transport gratuit. Donc pourquoi un petit peu cette double casquette recherche, animation scientifique ? C'est parce que la création de l'Observatoire des villes du transport gratuit en 2019, elle est à l'initiative de 3 structures, donc d'acteurs publics et de cette association de recherche que je représente. Et à l'origine, voilà, le berceau de l'Observatoire est vraiment dunkerquois, avec autour de la table donc l'agence d'urbanisme de Dunkerque et la communauté urbaine. Donc, en fait, aujourd'hui, l'Observatoire, il est présidé par un comité de chercheurs et de chercheuses indépendants qui font partie de différentes structures comme l'ADEME ou le CEREMA et qui sont finalement des experts de la mobilité aujourd'hui et qui sont aussi issus de champs disciplinaires différents puisque chez nous, on pense qu'il est intéressant d'avoir le point de vue d'historiens, de philosophes, d'économistes des transports. Quand on parle de gratuité, c'est utile. Et voilà, donc en fait, on regarde tout ça et la création de cet observatoire, il partait aussi vraiment du principe que on ne savait pas grand-chose sur la gratuité avant sa mise en œuvre à Dunkerque en 2018. On ne savait ni son histoire, ni ses effets, comment est-ce qu'on pouvait imaginer les mobilités de demain avec cette mesure. Et donc, c'était un petit peu l'objectif de sa création, avec voilà, un travail de veille important sur le nombre de villes du transport gratuit qui existent aujourd'hui en France, aussi un petit peu à l'étranger, mais voilà, vraiment mener un travail de veille complété par un travail de recherche qui nous prend plus de temps, bien sûr, pour évaluer les effets de la gratuité des transports dans une perspective assez large, où on regarde un petit peu ce qui a changé à Dunkerque dans les comportements de mobilité, je vous en parlerai tout à l'heure, mais aussi ce qui a changé par exemple dans la manière de travailler dans un réseau de transport urbain gratuit. Et là, je pense aux chauffeurs, aux conducteurs de bus, comment est-ce que ça a changé leur manière de fonctionner. Et donc, c'est un petit peu tous ces aspects-là qu'on a essayé de regarder. Donc évidemment, ce serait beaucoup trop long de tout vous raconter, j'en aurai pour 5 heures, mais le but de ma présentation ce soir, c'est vraiment de revenir sur les principaux vecteurs d'interrogation qu'on a sur la gratuité. Et justement, une bonne manière de commencer, souvent, c'est par l'histoire. Et c'est un chantier qu'on a ouvert récemment avec l'Observatoire. C'est justement de regarder à quels différents moments de l'histoire contemporaine des transports la gratuité a été convoquée dans différentes villes, dans différents pays, etc., pour voir comment est-ce que finalement la gratuité est finalement apparue, et aussi pour répondre à l'idée que la gratuité serait apparue avec les élections municipales de 2020, voire un petit peu avant, dans les milieux militants, on le sait, mais voilà, la gratuité ne sort pas de nulle part et elle a une histoire beaucoup plus longue qu'il n'y paraît. Hop, voilà. Alors, donc là, en fait, je vais plutôt m'appuyer donc sur les travaux de Marie Thirion. C'est un bel hasard, en fait. Elle a soutenu sa thèse, oui, à l'université de Grenoble en 2022. Elle a travaillé sur les luttes militantes de la région de la Vénétie dans les années 60-70. Et on a travaillé avec elle donc, dans cette rubrique de l'histoire de la gratuité. Sur les luttes pour la mobilité et la manière dont la gratuité était apparue dedans. Donc pour résumer les choses, en fait, dans les années 50 en Italie, on assiste donc au miracle économique italien, donc avec une industrialisation rapide et un exode rural. Mais dans la région de la Vénétie, contrairement au reste de l'Italie, donc comme Turin, Milan, etc., où finalement ces nouveaux ouvriers venus de la campagne s'installent en périphérie des villes et où on assiste à
une urbanisation rapide autour des cœurs historiques des villes. Ce n'est pas du tout le cas en Vénétie, où finalement les ouvriers travaillent aussi parallèlement dans les champs. Et on assiste plutôt donc, à des trajets pendulaires tous les jours entre l'usine et les champs dans lesquels, voilà, les campagnes, où ils continuent de résider et travailler ponctuellement. Donc ça, en fait, ça pose des soucis puisque chaque jour, Marie Thirion explique qu'il voyage donc, dans des conditions extrêmement difficiles, c'est-à-dire, difficiles. Oui, quand même, c'est 3 heures de transport par jour sur des routes qui ne sont pas faites pour. Voilà, donc dans des conditions assez inconfortables. Et à Porto Marghera, la ville qui est en face de Venise, en fait, des réflexions commencent à émerger dans les milieux militants autour de la question du temps passé dans les transports comme étant peut-être un temps qui devrait être compris dans le temps de travail finalement. Donc il y a des revendications qui commencent à émerger de ce point de vue-là pour réduire la journée de travail en comptant justement ces 3 heures de transport pendulaire dans la journée pour le même salaire. Et c'est bien sûr l'objet de cette magnifique affiche, je trouve, qui est d'origine donc, de ce mouvement du pouvoir ouvrier diffusé dans le cadre de ces luttes. Et finalement, donc, ce qui s'est fait, c'est que donc, à Porto Marghera, mais aussi donc, dans la ville voisine donc, de Chioggia, les luttes autour de cette question de la mobilité pendulaire, etc., se convergent tout simplement. Et donc, les étudiants, les pendolari, comme on dit, les chauffeurs, les ouvriers, se posent donc cette question, font pression sur le maire, bloquent les routes, etc. Et obtiennent dans un premier temps, première victoire, la réduction de l'abonnement de transport de 50% pour ces travailleurs pendulaires. Et en 1970, à l'issue d'une lutte assez difficile, avec des affrontements violents avec la police, etc., ils obtiennent finalement la gratuité. Victoire, ça durera 2 ans. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut dire de la gratuité vraiment dans ce contexte ? C'est que cette revendication très spécifique, elle avait vraiment permis à l'époque de politiser cette question des transports dans un contexte où les besoins de mobilité s'accroissaient et où on avait besoin de faire quelque chose pour ces conditions de travail qui commençaient à peser fortement sur la vie des travailleurs et d'en faire finalement un objet de lutte en soi. C'était une introduction un petit peu longue, mais maintenant, qu'est-ce qu'il en est en France ? Si l'on y revient, c'est qu'on observe que les premières expériences de gratuité datent aussi des années 70. Voilà, c'est beaucoup plus vieux que ce qu'on ne pense. On peut avoir en tête l'expérience de Compiègne, qui est une ville du transport gratuit depuis 1975 et qui l'est toujours, donc depuis presque 50 ans aujourd'hui. Et derrière l'idée générale aussi de la gratuité des transports total, c'est-à-dire de ne pas faire payer l'usager pour le service de transport qu'il utilise, donc, y compris les visiteurs occasionnels, les touristes, etc. En fait, ça c'est l'idée générale, mais derrière il y a des applications extrêmement diverses et on pourrait presque dire qu'il y a autant de gratuité que de villes, dans le sens où les manières de la mettre en œuvre et les objectifs qui sont mis derrière peuvent être complètement différents, bien qu'ils peuvent se conjuguer. Par exemple, je pense évidemment aux objectifs sociaux de la gratuité et économiques avec le fait de pouvoir rendre du pouvoir d'achat aux habitants, mais aussi dans une acception de justice sociale, rendre la mobilité réellement accessible pour tous. Donc voilà, il peut y avoir différents objectifs derrière, mais aussi par exemple tout simplement le fait de revitaliser un centre-ville, revitaliser l'image d'une ville. C'est le cas par exemple, c'était l'objectif qui était mis derrière la gratuité à Châteauroux qui date de 2001 cette fois.
Et derrière donc, la gratuité totale, on a aussi de plus en plus de villes de la gratuité partielle, donc voilà, avec des critères, des critères temporels. Donc voilà, on aura l'exemple tout à l'heure de Cyril avec Clermont-Ferrand et la gratuité le week-end. Mais voilà, ça peut être aussi selon l'âge. Donc là, je pense à Strasbourg, par exemple, qui offre la gratuité pour les moins de 18 ans. Et puis parfois certains services. Mais en tout cas, voilà, ça vous donne un aperçu de ces différentes applications. Ensuite, voilà, ça c'est qu'est-ce qui s'est passé à partir de 2020. Et on peut se dire, en fait, voilà, comme la gratuité est apparue de manière extrêmement éclatante dans les débats des élections municipales en 2020, on s'est demandé à l'Observatoire, voilà, qui se saisissait un petit peu de cette question de la gratuité. Et on voulait savoir aussi si voilà, la gratuité, c'était pas seulement une histoire de ville de gauche, de droite. Voilà, on n'avait pas trop de vision là-dessus. Et donc, on a réalisé cette carte où brille par son absence le vert, la couleur verte. Mais c'est intéressant de voir que finalement, on a presque autant de majorité de gauche que de droite dans... au moment de la mise en place de la gratuité, ce qui peut permettre aussi de répondre à certaines interrogations quand on parle de la gratuité et donc parfois de voir les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire souvent plus compliquées que ce qu'on pense, puisqu'on a souvent l'impression que la gratuité, c'est plutôt de gauche, mais beaucoup de villes de droite le font aussi. Et voilà, comme je le mets ensuite dans ma slide, c'est qu'on a énormément de villes, de listes qui étaient pro-gratuité, donc qui se sont présentées aux élections. On en a 18 aujourd'hui, donc qui ont été élus depuis. Donc évidemment, c'est l'exemple de Montpellier. Il y avait aussi Bourges à l'époque, donc là, qui vient de mettre en place en septembre la gratuité totale de ces transports en commun. Donc voilà, on est plutôt sur une continuité aujourd'hui. On a très peu de villes qui ne pratiquent plus la gratuité. C'est moi ou pas qui fait ça en fait? Non, ok. Voilà, qui ne pratique plus la gratuité, on est plutôt sur une pérennité de la chose. Bien sûr, maintenant c'est le moment de remettre un petit peu les points sur les i, puisque évidemment quand on parle de gratuité des transports, personne ne dit que derrière, personne ne paierait. Évidemment, quelqu'un paye, qui, pourquoi, on peut voir ça maintenant. Et d'abord, à l'Observatoire des villes du transport gratuit, on se fonde un petit peu sur... tout notre objectif est de déconstruire aussi un petit peu les idées reçues donc de la gratuité. Et donc, dans un livre qu'on a publié en 2022, on interroge justement souvent ces petites phrases qu'on entend régulièrement à propos de la gratuité, donc que ce soit dans les médias ou même quand on parle entre nous et qu'on discute de ce sujet. Et donc, en fait, Arnaud Passalacqua et Philippe Poinceau, donc, ils sont coprésidents de l'Observatoire et respectivement historiens donc, et économistes des transports. En fait, ils se sont interrogés finalement sur la frontière qui était un petit peu floue entre ce qu'on appelle un réseau payant et un réseau gratuit et comment est-ce que notre rapport à la gratuité, c'était aussi une histoire de vocabulaire finalement. Puisque là, donc, dans ces trois cas fictifs que je vous présente, les cas B et C, en fait, donc ça c'est des réseaux payants. Le cas A, c'est vraiment le réseau gratuit, où voilà, les dépenses d'exploitation ne sont absolument pas supportées de quelque manière que ce soit par les recettes commerciales, c'est-à-dire les billets, abonnements, titres de transport que vous payez chaque jour. Donc ça, ce serait le réseau gratuit. Mais finalement, quand on regarde justement plus précisément le taux de couverture des dépenses d'exploitation par la collectivité, on se rend compte qu'il y a plus de similitudes entre les cas A et B que le dernier, le C, qui est plutôt typique des grandes agglomérations françaises aujourd'hui, où les recettes commerciales couvrent quand même aux alentours de 30, voire 40%, voire un peu plus voilà, pour les très grandes agglomérations. Voilà, les dépenses d'exploitation des recettes commerciales. Donc finalement, on oppose souvent les réseaux gratuits et les réseaux payants, mais finalement, il faudrait plutôt regarder la situation financière des villes plutôt que d'en faire une distinction aussi épineuse qu'on le fait d'habitude.
Et c'est aussi sans prendre en compte le fait que l'investissement dans les réseaux, donc tout ce qui est matériel, etc., ce n'est jamais payé par l'usager d'aucune forme que ce soit. Et ça, c'est quelque chose avec lequel il faut être clair, mais c'est souvent assez peu connu quand on ne travaille pas justement dans les sujets techniques de transport. Je l'avais moi-même appris en travaillant sur le sujet, donc je tenais à vous le partager aussi. En gros, quand on parle de gratuité, on a l'impression que du coup, si l'usager ne paye pas, ce sera vraiment trop difficile pour la collectivité de trouver des solutions pour continuer d'investir justement. Et finalement, à terme, la gratuité viendrait dégrader la qualité du service, ce qui ne serait évidemment pas bon. Et en l'occurrence, voilà, voilà, donc, non, mais c'est un petit peu difficile du coup. Mais c'est un choix politique, en fait, de réduire ou de développer l'offre. Et finalement, on voit que pour assurer un succès de la gratuité, il faut continuer d'assurer la qualité derrière. Sinon, personne ne monterait dans les bus et la gratuité ne marcherait pas. Ça, c'est l'idée, grosso modo. Voilà. Et finalement, voilà, donc je le ferai très rapide aussi. On aura l'occasion d'en reparler, mais les effets du nouveau réseau gratuit à Dunkerque, ils sont de 3 ordres de manière générale. Donc les effets techniques, je passerai très vite dessus, mais finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que la gratuité des transports, elle ne venait pas toute seule à Dunkerque, elle venait dans le cadre du renouvellement d'un réseau qui était voilà, qui n'était plus optimisé, qui n'avait pas été renouvelé depuis les années 70. Donc il y avait besoin d'un coup de neuf, et ce qui a été réalisé. Et voilà, la gratuité venait finalement comme une cerise sur le gâteau de ce nouveau projet de mobilité et de projet urbain, puisqu'en même temps qu'on a refait le réseau, on en a aussi profité pour refaire finalement la ville et transformer les mobilités dans le cœur de l'agglomération notamment. D'où le succès aujourd'hui de la fréquentation. Évidemment, bien sûr, les effets sociaux, où on remarque voilà, qu'avec la gratuité en accès libre, c'est-à-dire sans carte, sans démarche à faire, etc., on supprime complètement la problématique du non-recours à la tarification solidaire, par exemple, qui était déjà très poussée à Dunkerque depuis la fin des années 70. Voilà, chacun peut aujourd'hui monter dans un bus, et on voit que la mixité sociale à bord s'en trouve bien sûr meilleure. Et ça, c'est un effet qu'on n'avait pas forcément anticipé, et c'est pour ça que j'insiste quand même pour le dire avant juste de finir, parce que c'est un des éléments intéressants de cette gratuité à Dunkerque. Et enfin, voilà, je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter, je pense que vous aurez des questions dessus, c'est finalement qui entre dans ces bus gratuits, qu'est-ce que ça change en termes de comportement de mobilité, est-ce que ça a un effet sur les automobilistes, dont on sait qu'ils sont habitués au confort de leur voiture, et je ne serai certainement pas la première à leur jeter la pierre. Voilà, est-ce que ça change quelque chose? De manière globale, oui, à la fois pour la gratuité et la performance du réseau. Ce sera mon mot de conclusion pour cette fois. On pourra en reparler, et je vous remercie pour votre attention. Merci. Je suis désolée. Donc je suis adjoint communiste, d'où l'écharpe, à la mairie de Clermont. Ça a son importance quand même. Et donc Julia a commencé par un peu d'histoire sur la gratuité des transports. Je vais en faire un peu sur l'historique de ce qui s'est passé à Clermont et ce qui nous a amené à la gratuité des transports le week-end et à une expérimentation que je vais vous détailler et qu'on est en train de reconduire. Et demain matin, je suis dans le conseil métropolitain pour voter la reconduction de la gratuité des transports. Voilà. Donc j'aurais fait 2 jours pleins sur la gratuité. Nous, on a commencé à mener la bataille à peu près en même temps que les collectifs ici, en 2013. Et quand je dis nous, c'est le Parti communiste, parce qu'on était quasiment tout seul à mener cette bataille-là. Pendant les municipales de 2014, alors c'était l'époque du Front de gauche. Le Front de gauche a explosé chez nous. On est parti sur une liste de rassemblement de la gauche qui comprenait le Parti socialiste, les Verts, nous, les radicaux de gauche. Et on n'était évidemment pas d'accord sur la gratuité des transports. Nous, on y était favorable, et la gratuité des transports totale.
il n'y avait pas d'accord à gauche et on a trouvé un point d'accord. C'était de faire une grande consultation sur la question des mobilités, parce qu'on était assez en retard sur plein de choses. C'est pour ça que si vous venez à Clermont aujourd'hui, c'est tout en travaux, parce qu'on est en train de passer le cap de modifier, d'améliorer notre réseau de transport. Et donc, on avait décidé de faire une grande concertation sur la question des mobilités, dans laquelle il y avait la question de la gratuité des transports. Parallèlement à ça, nous avons fait campagne sur la gratuité dans un moment où, quand même, ce n'était pas un sujet dominant. Il est venu après, notamment grâce à Dunkerque. Ce n'était pas un sujet extrêmement dominant, mais c'était un sujet qui a interpellé une partie de nos concitoyens et, ce qui était intéressant, une partie de la presse. Et je dis ça parce que ça a beaucoup compté aussi dans notre bataille, parce qu'on fait une première réunion publique où on avait invité un philosophe, qui s'appelle Jean-Louis Sagot-Duvauroux, que je vous conseille de lire, et qui prenait la question de la gratuité sous son sens philosophique et historique. Et qui disait, par exemple, on a considéré à un moment, c'était normal, qu'on pouvait acheter ou vendre des êtres humains. Et puis on a considéré que c'était plus normal. Et un jour, on a considéré que faire travailler des mômes de 12 ans dans des mines, c'était plus normal. Et donc on a modifié. Et on a modifié constamment notre rapport à la marchandise, au transport. Passé un moment, on considérait que c'était normal de mettre la ton-lieu devant les ponts et de faire payer les gens qui traversaient. Puis après, on s'est dit, pour le développement, c'est pas terrible, donc on va ouvrir. Bon. Et donc, on a eu ce débat avec Magali Giovanangeli, qui était l'ancienne présidente de l'intercommunauté d'Aubagne, qui avait mis la gratuité des transports en place en 2001, et le vice-président de Châteauroux Métropole, qui était un vieux gaulliste. Donc Magali Giovanangeli, qui est une élue communiste, et le vice-président de Châteauroux Métropole, qui était un vieux gaulliste, LR, enfin à l'époque c'était avant LR, UMP. Il avait été au RPR. Et à la fin, c'était rigolo d'ailleurs, parce que les deux disaient exactement la même chose sur la gratuité des transports. Alors, je ne sais pas si l'un était devenu Coco ou l'autre était devenu LR, j'ai mon idée, mais ça avait montré qu'il y avait aussi un débat transpartisan là-dessus. Et franchement, alors, cette salle est pleine et c'est vachement bien. Nous, quand on avait fait ce débat, on était une 60aine sur la métropole clermontoise, c'est pas énorme. Et dans les réunions traditionnelles de la gauche, c'était plutôt faible. Et le lendemain, par contre, on avait 2 pleines pages dans le journal local. Et là, c'était plus 60 personnes qui étaient au courant, c'était des milliers. Et donc, ça a aussi compté pour passer ce cap. Donc, on fait cette grande concertation citoyenne qui s'appelle la Rencontre citoyenne de la mobilité. Et en fait, on n'arrive pas à se mettre d'accord, parce que la question était plutôt mal posée. Enfin bon, on n'arrive pas toujours pas à se mettre d'accord à la fin de ce processus. Et donc, on dit, il y a des gratuités partielles possibles. Donc, on a fait la gratuité d'une navette nocturne, qui s'appelle le Ben, qui ramène les étudiants qui font la bringue. Et donc, on a fait cette navette gratuite. Un succès phénoménal d'entrée de jeu. Alors, vous avez certainement ça aussi ici, les vélos en libre service. Donc, chez nous, ça s'appelle C-Vélo. Et on a fait l'abonnement et la première demi-heure gratuite. En moins de 10 mois, on a multiplié par 10 le nombre d'abonnements. Donc on est passé de 1500 à 15 000 en 10 mois. C'était une explosion qui montrait que quand on mettait les choses gratuites, d'un seul coup, il y avait une hausse de fréquentation. Et je redis, on était dans un moment où même la question de l'augmentation de la fréquentation due à la gratuité était remise en cause. Et donc ces gratuités-là permettaient de montrer que quand on rend gratuit, ça permet d'augmenter la fréquentation. Et dans cette gratuité partielle, enfin ces gratuités partielles, il y avait ces rencontres citoyennes de la mobilité avaient donné 22 propositions, dont un pacte de gratuité, il y avait des gratuités partielles, et surtout il y avait une étude, parce vu qu'on n'était pas d'accord, on a dit on va objectiver. Et objectiver, ça veut dire donner un bureau d'études, la question, est-ce qu'on peut mettre notre réseau gratuit? Et le bureau d'études qui a été choisi, c'est VIGS. Un bon choix. C'était pas moi à l'époque. Mais c'était un bon choix parce que c'était le bureau d'études qui avait accompagné la mise en place de la gratuité à Dunkerque. Donc on était évidemment très contents. Et cette étude, elle conclut à 2 choses. La première, c'est que la gratuité totale n'est pas possible en l'état actuel de notre réseau. Ça, c'était un peu la déception, mais on s'y attendait un peu. La deuxième chose, c'est que par contre, on avait de la marge pour les week-ends et qu'on pouvait passer à la gratuité des transports
le week-end. Et donc, on était parallèlement à ça en train de réfléchir à la réorganisation et un renforcement de notre réseau de transport. Donc, en fait, gratuit ou pas, de toute façon, il fallait le transformer. C'est ce qu'on est en train de faire et c'est pour ça qu'il y a des travaux partout. Et donc, à la fin de ces travaux, quand notre réseau sera mieux structuré, alors, ce sera plus charpenté, la question de la gratuité totale se reposera et nous la reposerons. Mais par contre, cette étude disait, les week-ends, c'est possible. Et donc, ils sont arrivés, donc là, on est fin 2019, les élections municipales arrivent. La liste clermontoise de Rassemblement de la gauche porte cette idée, gratuité des transports le week-end. Donc on est élu, tout va bien, tout ça, sauf que c'est la métropole qui est... c'est la métropole qui a la compétence, qui l'a délégué à un syndicat mixte. Et donc il fallait convaincre la métropole. Et la métropole clermontoise, elle n'est pas à gauche, elle n'est pas à droite non plus, elle est co-gérée entre des maires de droite et des maires de gauche, des vice-présidents de gauche, des vice-présidents de droite. Mais là aussi, ça a son importance. Parce que on a réussi à voter cette... Alors, nous, on a dit, on fait une expérimentation de 2 ans, justement pour convaincre ceux qui, idéologiquement, n'étaient pas convaincus par l'aspect positif de la gratuité. On a dit, on va faire une expérimentation, 2 ans. Et au bout de 2 ans, on fera le bilan. Si ça marche, on continue. Si ça ne marche pas, on arrête. Il n'y a pas beaucoup de doutes sur le fait que ça ne marche pas. Mais c'était nécessaire pour convaincre au-delà des rangs de la gauche. Et donc, pour faire ça, on a séparé la poire en 3 en plus, puisque c'était la ville de Clermont qui avait porté ça au départ. La ville de Clermont prenait un tiers du manque à gagner des tarifs du week-end. Le syndicat mixte, puisque c'est lui qui met en œuvre, prenait un tiers, et la métropole prenait un tiers, puisqu'elle en profite aussi. Et ça a fonctionné, et ça a permis d'avoir un vote à l'unanimité au comité syndical du SMTC, où il y a la droite et la gauche, évidemment un vote majoritaire à la ville de Clermont, et un vote majoritaire avec des gens de droite qui ont voté pour la gratuité des transports, des gens du centre qui ont voté pour la gratuité des transports, des macronistes qui ont voté pour la gratuité des transports. En disant, on va faire l'expérimentation. Demain matin, conseil métropolitain, les mêmes, vraisemblablement, sauf quelques-uns ou sauf coup d'éclat, vont reconduire cette mesure puisqu'elle a prouvé, et je vais vous donner 2-3 éléments, je ne sais pas combien j'en suis du temps, là, mais avant de me faire taper sur les doigts, parce que... Ah, mais c'est bon, alors je suis dans les temps. Parce que cette mesure a prouvé son efficacité. D'abord, elle a prouvé qu'il y avait une augmentation de fréquentation. Ça, c'était assez logique, mais il fallait là aussi quantifier. Donc, on a fait des comptages, et on est entre plus 28% le samedi, plus 62% le week-end. C'est ce qui fait du 36%, je crois, plus 62% le dimanche, pardon, et que ça fait donc 36% le week-end. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a compté le nombre de déplacements, parce que dans le monde du transport, on compte aussi les déplacements. On était à 4,5 millions de déplacements avant. La gratuité, ça a généré entre 1,5 million et 2 millions de déplacements supplémentaires. Entre 1,5 et 2 millions de déplacements supplémentaires. Et puis, on a fait bosser des étudiants en sociaux et des chercheurs sur deux choses particulières. Les étudiants en sociaux, on voulait savoir est-ce que ça générait des déplacements supplémentaires et est-ce qu'il y avait du report modal. Et donc, on a interrogé, alors pas sur l'ensemble du réseau, parce que en 2 ans en plus, c'est assez difficile, parce qu'il faut choisir précisément où on interroge, comment ça... Puis, pour que ça serve, c'est-à-dire que si vous allez vous pointer à n'importe quel arrêt, ça vaut pas, vous ne pouvez pas généraliser à l'ensemble du réseau. Mais on a vu que suivant les lignes et les arrêts, c'est entre 1% et 10% de déplacements qui n'auraient pas été faits du tout si les transports n'avaient pas été gratuits. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on est entre 20 et 45% de déplacements qui auraient été faits avec un autre mode de transport si le réseau n'avait pas été gratuit le week-end. Et donc, on a du mal encore à quantifier, est-ce que c'est du report modal de la voiture au transport en commun, du vélo ou de la marche. Et donc, on fait une grande enquête, alors je ne sais plus le nom, mais c'est... qui nous peut... Ouais. EMC2. Ouais, EMC2, c'est des enquêtes déplacement qui permettent tous les 10 ans de savoir sur votre territoire comment les gens se déplacent.
Donc c'est un gros truc, on est en train de dépouiller. Et ça va peut-être nous permettre d'affiner sur le report modal. Mais globalement, notamment en fonction de la configuration des lignes, on sait qu'il y a un report modal de la voiture vers le transport en commun. C'est une évidence. On avait aussi un point sur les incivilités, parce qu'une partie de ceux qui sont opposés à la gratuité des transports disent rien n'est gratuit. Bon, Julie en a parlé. Mais en plus, quand vous ne payez pas, vous ne respectez pas, ce qui est une connerie sans nom, parce que ce n'est pas vrai. D'abord parce que quand vous êtes dans un transport et que vous enlevez l'échange d'argent, vous avez moins de tension. Puis vous avez un contrôle social plus important. Et donc, on a une hausse des incivilités continue depuis quelques années maintenant, sur tous les réseaux, et nous, on n'est pas le plus à plaindre. Et par contre, il n'y en a pas plus le week-end, voire même, ça diminue le dimanche. Donc, en fait, la gratuité ne génère pas d'incivilité supplémentaire. Et puis, la dernière chose, et c'est un élément dont on est assez fier, parce qu'on a fait bosser des chercheurs. Alors, je ne vous expliquerai pas leur modèle, comment il fonctionne, mais ils ont créé un modèle économétrique qui permet d'isoler les mesures qui permettent l'augmentation de la fréquentation des transports. Et donc, ils ont isolé la mesure de gratuité des autres phénomènes, la météo, le prix de l'essence, l'inflation, etc. Et donc, dans l'augmentation de la fréquentation, c'est entre plus 47 plus 57% d'augmentation de la fréquentation qui n'est due qu'à la gratuité des transports. Et je crois que ça montre que la gratuité en tant que telle, elle produit de l'augmentation de la fréquentation. Parce que quand il y a eu les expériences de Dunkerque ou de Montpellier, une partie de gens qui sont plutôt opposés a priori sur ça disent oui, mais il y a la météo qui joue, le prix de l'essence, etc., etc. Oui, c'est des phénomènes aussi cumulatifs. Mais la gratuité en tant que telle, elle permet une augmentation de la fréquentation. Et donc, on est au bout de cette expérimentation, parce que c'était il y a 2 ans, on avait commencé le 4 décembre 2021. Donc là, on est en train de reconduire. Demain matin, conseil métropolitain. La semaine prochaine, conseil municipal de la ville. Et on va donc reconduire jusqu'en août 2027, après les prochaines élections municipales, la gratuité des transports. Évidemment, là-dedans, ça va aussi nous permettre d'avoir le débat sur la gratuité totale que moi je porte depuis 10 ans et que je porterai pour les prochaines élections municipales, enfin que nous porterons ensemble avec mes camarades, et plus largement aujourd'hui une partie de la gauche, parce que les choses ont bougé depuis. C'est-à-dire qu'en 2014, on était les seuls à les porter. On a discuté, débattu, convaincu une partie de la gauche qui a soit convaincu aujourd'hui d'aller sur la gratuité totale, soit convaincu de tenter l'expérimentation et de voir ce que ça produisait, et convaincu aujourd'hui de poursuivre, et j'espère bien demain, convaincu qu'il faut passer à la gratuité des transports total. Voilà. En tout cas, pour moi, c'était vraiment important d'être là, même si c'était partiellement ce soir, parce que je ne fais pas partie, comme vous, des convaincus de la première heure. Non, mais et donc, pour moi, c'est extrêmement intéressant d'avoir cette réflexion-là. J'ai rencontré le collectif et que je remercie pour l'organisation de cette soirée. Et comme je l'ai dit, je suis sortie du rendez-vous beaucoup plus convaincue de la gratuité des transports qu'avant le rendez-vous. Alors, je suis convaincue de très longue date de la gratuité partielle. Mais comme beaucoup sur la gratuité totale, la question c'était est-ce que c'est possible et comment c'est possible. Ce qui moi me convainc et ce qui me parle en tout cas, c'est déjà le combat social. C'est-à-dire que les transports ne peuvent pas être réservés à quelques-uns et que dans le transport public, eh ben, il doit y avoir un accès avec le moins de freins possible. La deuxième chose, c'est l'aspect que vous avez dit sur les contrôleurs. C'est-à-dire que dans le combat social, il y a ceux qui utilisent les transports en commun et puis il y a les conditions de travail des personnes qui font vivre ce service public. Et ça, effectivement, si ça diminue les tensions, si ça permet d'éviter de passer son temps à vérifier des tickets de transport, mais en fait à se concentrer sur le travail, c'est-à-dire les mobilités, je trouve que c'est une solution qui est extrêmement importante. Après, pour moi, la question du développement du transport, et vous parliez du choix politique, c'est qu'il doit se faire de manière à ce qu'on n'oppose jamais la gratuité et le développement de l'offre. C'est-à-dire que dans les solutions, on a besoin de plus de transports en commun. Et on a en plus besoin à la fois de transports en commun
rapide, enfin, je ne vais pas utiliser les bons mots, je ne suis pas une spécialiste, mais ce que moi je vais dire du lourd, c'est-à-dire on a besoin de services express régionaux, on a besoin donc les bus, les BHNS, donc des choses qui vont très vite d'un point à un autre, et on a besoin de solutions aussi plus en dentelle. Moi, je suis élue d'une circonscription, j'ai à la fois du très urbain, Échirolles, Saint-Martin-d'Air, où là, il y a des bus, des trams, mais aussi où il y a des communes comme Saint-Jean-de-Vaulx, comme Saint-Barthélemy-de-Séchinienne, où là, il n'y aura pas de tram. Mais alors, comment est-ce qu'on permet à des personnes d'avoir le droit à la mobilité en habitant dans des endroits où il y a une faible densité de population? Et donc, il faut avoir une capacité d'avoir un développement de l'offre qui est assez souple et qui permet aux personnes d'avoir des alternatives, notamment quand on a une augmentation du prix de l'essence tel qu'on le connaît. Donc, on voit l'impact environnemental qui est... et je sais que vous êtes tous et tous convaincus dans la salle comme moi que les transports en commun, c'est une des solutions face au réchauffement climatique. Mais en plus, ça devient un enjeu social. C'est-à-dire qu'on voit qu'avec l'augmentation du prix de l'essence, aujourd'hui, ce sur qui ça a le plus reposé, c'est des personnes qui habitent en territoires soit ruraux, soit périphériques. Parce qu'en fait, ils sont coincés dans la voiture. Et donc, moi, là où je trouve cette réflexion extrêmement intéressante et là où je suis toujours convaincue que les collectifs citoyens et que les territoires, les collectivités ont souvent un temps d'avance sur les débats qu'on a au niveau national, parce que nous, on est très loin de ce débat-là, c'est que ça permet de se projeter dans un monde où, en fait, on n'est plus piégé par la voiture individuelle. Et je pense que dans un moment où on n'a plus le choix en fait, de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, on doit dire aux gens, vous allez pouvoir vous déplacer, vous allez garder votre liberté de déplacement, mais en fait, ça sera autrement. Et il faut qu'on arrive, la voiture a su faire rêver, il va falloir qu'on arrive à faire rêver par le transport en commun. C'est pensable, je disais, je viens d'arriver en train, c'est vrai que quand on prend le TER Lyon-Grenoble, on est tous debout, pour le moment, ça ne fait pas rêver. On a une question de comment on en fait un avenir durable, et juste pour vous dire là où nous on en est dans nos batailles à l'Assemblée, je vous l'ai dit, on est très très loin de la gratuité, mais notre bataille aujourd'hui, c'est d'avoir une loi de programmation des dépenses pour les mobilités. Il faut dire sur ce sujet-là, on est plutôt en phase avec le ministre des Transports. On lui a redit que nous, on était dans l'opposition, mais que sur ce sujet-là, on serait, en tout cas, qu'on pourrait être en soutien à deux conditions. Un, en fait, que ça soit une loi qui respecte ce qu'a voté le comité de financement des infrastructures, c'est-à-dire un projet qui correspond aux attentes en termes de transition écologique. Et l'autre sujet, c'est de leur dire, il ne faut pas essayer de faire du en même temps, c'est-à-dire qu'il nous faut du transport collectif, mais il ne faut pas nous ramener tous les projets climaticides. C'est-à-dire qu'une loi de programmation doit être une programmation sur les mobilités dans ses différentes formes, mais par contre, elle doit dire un stop très clair aux projets de type, alors on parle beaucoup de la 69, mais on en a un qui n'est pas très loin entre Thonon et la Suisse, où c'est pareil, où c'est une autoroute de 16 km qui détruit 18 exploitations agricoles. Ça, c'est pas possible. Mais donc aujourd'hui, nous, notre combat, c'est d'arriver à soutenir le ministre dans l'idée qu'il faut une loi de financement pour les mobilités, pluriannuelle, pour donner de la perspective aux collectivités locales, essayer de les financer plus, parce que je sais combien ça coûte aussi sur les finances des collectivités locales. Voilà. Donc nous, c'est à notre petite échelle, la pierre qu'on essaye aujourd'hui de mettre à l'édifice. Et voilà, je vous remercie encore pour cette initiative. Bonjour à tous, Thibaut Vigourou, moi je suis chargé de mission gratuité à la métropole de Montpellier. Donc je suis dans la partie technique en fait de comment on met en place la gratuité dans une métropole de 500 000 habitants qui ressemble un peu à la vôtre. Donc j'ai fait une présentation en 3 points assez rapide, une présentation générale de Montpellier Métropole. Il y a une coquille, il y a marqué 4 points, mais les orientations de la grille tarifaire, ce n'est pas forcément pour aujourd'hui. La mise en œuvre progressive de la gratuité à Montpellier Métropole et le parcours usager, c'est en gros à quoi va ressembler demain, comment on se déplace à Montpellier demain, qu'on soit métropolitain ou non. Donc Montpellier, c'est une ville du sud de la France. Donc on est dans une métropole qui compte 31 communes, une métropole sur un territoire qui compte à peu près 500 000 habitants, un peu moins, on est à 490 je crois, donc on est un peu plus haut que Grenoble en termes de nombre d'habitants, mais avec une dynamique démographique assez importante, on compte à peu près 8000 nouveaux habitants sur la métropole par an. Et qui dit 8000 nouveaux habitants, dit fatalement des gens à transporter, soit qui se transportent tout seuls en voiture, soit qui restent à transporter dans les transports en commun.
Et on a un attachement à la voiture individuelle et une spécificité d'aménagement, puisque la métropole de Montpellier, en fait, n'a pas de circulaire, n'a pas de rocade, en fait, autour. Donc on a une autoroute qui nous amène à l'est, à Clermont-Ferrand, à l'ouest, pardon, à Clermont-Ferrand, et au sud, qui en fait, borde la Méditerranée. Donc on a quand même une partie de notre population qui se déplace, enfin, qui faisait du trafic de transit, en fait, qui traversait Montpellier, juste, mais sans s'arrêter, en fait. Donc on avait une partie là-dessus qui est assez particulière. Donc c'est le pourcentage qu'on a. Presque 88% des usagers d'une des autoroutes, en fait, sont autosolistes et en plus nous faisaient traverser. Bon, par ailleurs, on avait eu l'enquête dont parlait M. Sineux, des enquêtes ménage-déplacement, donc pour savoir un peu comment se déplacer nos populations. Pardon. Et on s'est aperçu que sur les parties des gens qui faisaient moins de 3 km, il y avait quand même 41% de cette partie-là, de cette population-là, qui utilisait une voiture individuelle. 3 km, c'est quand même pas si énorme sur une ville plate. C'est plat, Montpellier. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, il y a un petit mont au milieu, mais après, globalement, c'est plat. On n'est pas sur des endroits très, très compliqués d'usage là-dessus. Donc la volonté du maire-président, donc, suite aux élections de 2020, ça a été de travailler sur tous les leviers des mobilités, tant en termes d'investissement que de fonctionnement. Donc la volonté principale, c'était la gratuité, c'était une mesure de campagne, une mesure assez phare, le levier, mais, un des leviers, mais c'était un des leviers de la politique. Donc la volonté, ça a été de travailler sur la marchabilité en centre-ville, trouver une place pour le vélo, donc travailler sur les développements de vélo-lignes, de réseau express vélo, un peu sur le modèle de ce que vous faites ici aussi, mais aussi travailler sur l'offre de transport, parce que c'est ce qu'on entend depuis le début de la journée. La gratuité, c'est quelque chose. La partie offre de transport, c'est quand même très très important. Du coup, ça a amené à un travail forcément pour développer une 5e ligne de tramway à Montpellier. Donc, on a aussi des travaux, comme à Clermont, là-dessus. Donc la gratuité, c'est vraiment un élément d'une politique globale. Donc voilà, elle fait partie vraiment c'est une des parts du cercle, en fait. Donc il y a eu ce travail qui a été fait donc, sur la gratuité, sur l'augmentation de l'offre, mais on sait qu'on a des publics qui sont captifs et qui sont obligés d'utiliser leur voiture parce que plus loin, parce qu'une offre de transport qui n'est pas forcément toujours à la hauteur. Et la métropole a décidé de travailler notamment sur du covoiturage, donc pour permettre en fait de rembourser le covoituré. Pardon, c'était le temps que ça monte. Non, le covoitureur, lui, il est remboursé. Oui, mais en gros, c'est gratuit pour pour l'utilisateur. C'est vachement mieux écrit sur la diapositive que ce que j'ai dit. Et du coup aussi des aides à l'achat et la réparation donc pour les vélos et des aides à l'achat sur les vélos électriques pour permettre à ceux qui sont notamment dans le centre-ville ou un peu éloignés et qui veulent faire du domicile-travail à vélo de pouvoir acheter des équipements et des vélos électriques qui sont toujours qui peuvent être à des prix relativement élevés. Voilà, donc ça c'est la projection du réseau métropolitain, donc le réseau structurant, c'est-à-dire les grandes vélolignes, les lignes de tramway et les lignes de bus-tram, donc l'écart au niveau de service dont on vous parle un peu depuis le début de la journée. Il faut savoir qu'il y aura aussi du réseau de proximité pour permettre en fait, parce que là c'est le réseau structurant, c'est ce qui permet d'arriver dans le centre-ville, mais pour mailler entre. Ce qui est aussi une problématique à mettre en place. Donc, tout ça pour en arriver à la mise en œuvre progressive de la gratuité à Montpellier. Donc, c'était une mesure de campagne. Mesure de campagne qui a été mise en avant par le candidat à l'époque, Michael Delafosse, qui est devenu maire-président, donc maire de la ville de Montpellier, président de la métropole. Et qui a été fait en fait en 3 phases. Donc une première phase qui était la gratuité pour les week-ends. Donc nous, on a eu une gratuité directe, c'est-à-dire que ça a commencé en septembre 2020 et les élections étaient en juin. Donc autant dire que niveau service technique, il a fallu aller assez vite pour mettre ça en place. 2021, une gratuité un peu plus sociale pour les moins de 18 ans et les plus de 65 ans tous les jours, donc ils sont déjà gratuits sur notre réseau. Et une gratuité en commun pour tous les métropolitains tous les jours le 21 décembre. Donc là, ça commence à se rapprocher, on a 1 mois et demi. Gratuité spéciale du coup, parce que c'est une mesure universelle qui a été mise en avant.
mais pour les métropolitains. Il y avait une volonté de redistribution juste de l'impôt. Comme on l'a dit, le financement est quand même porté globalement par la collectivité, et dans la logique du maire-président, c'était de vous payez des impôts qui sont liés à votre collectivité, vous avez un service en adéquation avec ça. Donc une volonté d'avoir une gratuité pour les métropolitains, mais pas pour les usagers extérieurs. Actuellement, on est à 218 000 passes gratuités en circulation qui génèrent 8 millions de déplacements, donc ça veut dire à peu près 35% des déplacements. 218 000 passes pour à peu près 500 000 habitants, ça veut dire qu'on est à 41, 42%, quelque chose comme ça. Avec forcément, là pour l'instant on est à moitié-moitié entre, on a les passes week-end et les passes plus de 65 et moins de 18 ans qui sont pour les jeunes et pour les seniors. Et forcément les passes week-end deviendront des passes gratuité totale, et les passes moins de 18 ans et tout ça deviendra un pass gratuité totale au 21 décembre. En moyenne, les populations qui ont une gratuité totale, on voit qu'on a un taux de pénétration, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont fait un pass par rapport à la population totale, qui est de 60%. Ce qui n'est pas inintéressant parce qu'on sait qu'il y a une population d'hypercentre qui forcément a un peu plus de réseaux de transport, parce qu'ils ont les trams, etc. Et on a des communes un peu plus rurales qui ont des taux un peu plus faibles. Voilà. Donc, modalité qui est arrivée, donc nous, parce qu'on a une gratuité particulière, il a fallu du coup travailler particulièrement sur comment distribuer un titre. C'est-à-dire que demain, en fait, la volonté de nos élus a été d'abandonner le geste de validation, donc un peu comme ça peut être le cas sur les réseaux gratuits, pas sur les réseaux payants en général. Donc nous, vu que ça va être un réseau mixte, on aura un abandon de la validation et du coup un allègement des équipements de vente, mais il y aura quand même besoin de justifier d'un titre de transport. Donc on a eu toute une période de travail qui a eu lieu là pendant 2 ans pour recréer une manière de valider, enfin une manière pas de valider, mais une manière de justifier son titre de transport en fait une fois qu'on est sur le réseau métropolitain. Donc ça a fait énormément de listes à puces, donc remplacement des tickets magnétiques, maintien des applications, mise en place de sites d'achat rapide. Tout ça pour en arriver à en fait, un parcours usager qui est, pour un résident de Montpellier Métropole, il devra juste avoir un pass gratuité, parce qu'il durera entre 1 an et 2 ans, et l'avoir sur lui, et il pourra prendre n'importe quel bus qui passera, n'importe quel tram qui passera, et il y aura une démarche à faire par an sans avoir à valider systématiquement. Pour les non-résidents, il y aura besoin soit d'avoir un abonnement annuel, soit d'acheter un titre de transport avec toutes les modalités qu'on a mis en place, c'est-à-dire des sites internet d'achat rapide, des applications, des distributeurs de titres, enfin tout ce qui est assez classique là-dessus. Voilà, donc comment s'applique la gratuité chez nous? Elle s'appliquera pour les habitants avec un besoin de retirer un pass, avec les autres usagers avec un moyen de payer, en fait, encore continuer à payer un titre de transport. Plus de validation, mais du coup on aura continué, il y a une volonté de continuer à avoir des contrôleurs aussi, parce que c'était une crainte de certains de nos usagers de voir un problème de sécurité dans les transports, et du coup il y a eu une volonté de maintenir ça et en plus de développer une police intermétropolitaine des transports, intercommunale des transports, qui va être aussi là pour mener des opérations conjointes et essayer de maintenir une qualité de transport tant en termes d'offres que de tranquillité pour les usagers. Voilà, ça c'était la campagne de com, ça fait pas de mal. Sur le territoire français, environ 30% des émissions de gaz à effet de serre sont dues au transport, dont plus de la moitié à l'usage des voitures particulières. Au problème climatique s'ajoute le problème de la pollution de l'air, ainsi que les crises énergétiques et la disponibilité limitée de ressources métalliques. Pour toutes ces raisons, nous encourageons une transition la plus rapide possible des mobilités, avec une réduction forte de l'usage et de la masse des voitures, remplacées par des modes de déplacement plus sobres et moins polluants, vélo, vélo électrique, transport en commun et transport ferroviaire. Tous les territoires ne sont pas égaux face aux problèmes, c'est pourquoi il est essentiel que les territoires denses comme les métropoles aient des politiques particulièrement ambitieuses sur le sujet. En parallèle du développement de l'offre de transport public, il faut encourager les changements de pratiques et les comportements plus vertueux.
La gratuité des transports en commun fait partie des outils qui incitent fortement à leur utilisation. L'intérêt social de la gratuité des transports en commun est plutôt consensuel. Comme tout service public, il permet d'atténuer les inégalités. Son intérêt écologique est plus discuté. Une des controverses principales étant que si on raisonne à budget constant des syndicats de transport, la perte de recettes de billetterie limite l'offre de services et la capacité d'investissement. Nous pensons néanmoins que la gratuité des transports doit être défendue pour de multiples raisons. Tout d'abord, nous ne pensons pas que la question écologique puisse se régler indépendamment de la question sociale. Tout le monde se souvient évidemment du début du mouvement des Gilets jaunes. D'autre part, autorisons-nous un raisonnement par l'absurde. Si la gratuité des transports en commun empêche d'augmenter l'offre de transport, l'absence de gratuité devrait donc permettre d'augmenter l'offre de transport. Ce n'est pourtant pas le cas. Dans le bassin grenoblois, le développement de l'offre de transport est lent et se heurte à des limites budgétaires. La billetterie ne représente actuellement que 18% des recettes du SMAG. Par conséquent, si on imagine une augmentation de l'offre de transport de 20% qui reposerait uniquement sur la billetterie, cela entraînerait une hausse de l'ordre de 75% du prix des billets et des abonnements. Arrivera-t-on à augmenter le nombre d'usagers de 20% en faisant passer le prix du billet à 3,50 €? Nous n'en sommes pas entièrement convaincus. La question du coût de la gratuité des transports en commun masque donc un débat plus général sur l'insuffisance des moyens alloués à la transition énergétique et le manque de volonté politique, en particulier de la part de l'État, pour soutenir une décarbonation rapide du secteur des transports. Nous n'acceptons pas de réduire le débat à la situation budgétaire actuelle. Nous demandons la gratuité et le développement massif de l'offre de transport public. Par ailleurs, si nous voulons réussir une transition écologique, nous avons besoin de changements culturels, que les mobilités douces couplées au transport en commun deviennent une nouvelle norme sociale, un contre-modèle face à l'usage généralisé de la voiture, et nous avons besoin que la transition écologique soit un projet enthousiasmant. Dans ce cadre, pourquoi ne pas explorer la gratuité des transports en commun ? La gratuité ne se met pas en place aux mêmes échelles et à la même vitesse selon les territoires. Elle ne suffit pas en elle-même et doit être pensée en lien avec les autres politiques de transport et d'urbanisme. Dans le bassin grenoblois, une gratuité intégrale ne se mettra pas en place du jour au lendemain, surtout sans évolution législative. Pour autant, des gratuités partielles, par exemple le week-end ou pour certaines tranches d'âge, sont accessibles. Nous défendons la mise en place de ces expérimentations pour accumuler les retours d'expérience sur la question et participer à la construction politique du développement de la gratuité. Oui, très bien. Donc moi, je vais vous parler de l'urgence sociale parce que c'est une dimension importante de la question de la gratuité. Et on ne mesure pas toujours à quel point il y a une situation difficile dans la société française depuis ces dernières années. Alors, il y a quelques chiffres, mais qui sont parlants. C'est qu'en 2022, il y a 14% de la population en France qui est en situation de privation matérielle et sociale. Et on a 16% qui est en dessous du seuil de pauvreté. 16% de la population française qui est dans cette situation-là. Il y a une personne sur 10 qui vit dans un ménage qui n'a pas les moyens de se chauffer correctement. Il y a un baromètre Ipsos Secours Populaire qui est sorti là, à l'automne, qui montre que 45% des Français déclarent rencontrer des difficultés pour payer les frais médicaux, 45% pour payer les dépenses d'énergie, et près d'un Français sur 3 rencontre des difficultés pour se procurer une alimentation saine lui permettant de faire 3 repas par jour. Et en matière de déplacement, on a 13 millions de Français, c'est-à-dire 27%, qui ont des difficultés pour se transporter. Alors là-dedans, il y a des situations très diverses. En fait, il y a des personnes qui n'ont pas d'autre choix suite à leur habitat et autres, que de faire des longs déplacements. Et je dis pas d'autre choix parce qu'on ne va pas par plaisir habiter loin. Il y a le prix du foncier qui vient jouer là-dessus, le prix des loyers et tout ça. Et ils se retrouvent dans des situations où leur lieu de travail est éloigné et avec des voitures vieillissantes et un prix du carburant qui explose.
Il y a des gens, là par exemple, dans les chiffres, il y a 3 millions de personnes qui ont un bas revenu, qui n'ont plus les moyens de se payer l'essence. Il y a 4 millions de personnes qui ont de plus longues distances à parcourir. Il y a 6 millions de Français qui n'ont pas d'autre choix parce que l'offre en transport collectif n'existe pas et ne peuvent plus faire face à ce qui est en train de se passer. Et dans tout ce panorama, il y a aussi la question des inégalités face au déplacement, mais qui peut avoir un aspect vertueux à condition qu'on en sorte par le haut. C'est-à-dire que les 30% des Français les plus riches ont 2 fois plus de voitures que les 10% des Français les plus pauvres. Et on a 60% des Français les plus riches qui se déplacent 2 fois plus en voiture que les 10% les plus pauvres. Donc, aujourd'hui, ça, c'est un handicap. Mais si demain, on a une offre dans le transport collectif qui est abondante et qui est gratuite, cela veut dire qu'aujourd'hui, il y a dans la population une masse de gens qui est prête à prendre des transports en commun de manière massive. Et la gratuité des transports publics, dans ces conditions-là, c'est à la fois une mesure d'intérêt général, mais c'est aussi une mesure qui permet aux plus modestes de mieux vivre, alors qu'ils ont déjà des pratiques de déplacement qui correspondent en fait aux besoins actuels de la société. Et là, je viens sur le fait que la gratuité des transports, du coup, c'est aussi une autre façon de faire société. C'est ça qui est important. À la fois, cela permet de sortir des personnes de l'isolement, de l'assignation à résidence, cela facilite l'accès à l'emploi, aux services publics, mais aussi aux lieux de culture. Cela facilite la rencontre. Par exemple, les témoignages à Aubagne ou à Dunkerque montrent qu'il y a des personnes qui avaient du mal à se déplacer et à avoir des amis ailleurs dans la ville, et ça facilite ces rencontres-là. Et ça, ce n'est pas négligeable du tout, parce qu'il y a des déplacements futiles qui sont des déplacements essentiels. Il ne faut pas regarder que sous l'ordre de l'utilité sociale la plus basique. Pouvoir aller rencontrer des gens, c'est quelque chose qui est essentiel pour la vie sociale. C'est un droit nouveau. On a déjà, tout à l'heure, il y avait un historique qui montrait qu'il y avait une évolution dans l'histoire de ce qui était permis. Je crois que c'est le camarade de Clermont-Ferrand qui le disait progressivement, mais l'éducation, la santé, la retraite ont été des droits reconnus, même s'ils sont régulièrement remis en cause. La question de la mobilité, c'est un droit nouveau qui complète la mise en sécurité de l'individu. C'est-à-dire une garantie supplémentaire pour que les personnes puissent vivre une vie digne. Et ça, c'est une évolution qui est importante. Et c'est aussi, avec ces dignités, des rapports sociaux qui sont apaisés. Et ça, à Dunkerque, ça se vérifie, à Aubagne, ça se vérifie. C'est-à-dire que la gratuité des transports publics provoque des changements qui transforment le rapport des usagers au transport public, puisque ça devient un bien commun. Et à partir de là, il y a un effacement des barrières sociales et un apaisement des tensions liées à la fin des contrôles. Et à Dunkerque, par exemple, ils ont pu mesurer que les frais liés à la rénovation des transports collectifs, et notamment dus aux dégradations, deviennent 2 fois moins élevés depuis la gratuité, parce qu'il y a ça qui se passe. Et du coup, la gratuité ouvre aussi un débat qui est riche et intéressant sur la question de la tarification sociale et solidaire, dont je vais dire quand même quelques mots. Parce que la tarification sociale et solidaire, il faut savoir que par exemple à Dunkerque, on a trouvé des gens, des personnes qui avec la gratuité se sont mises à fréquenter les transports en commun, alors qu'ils ne le faisaient pas avant, alors qu'ils avaient droit à une tarification sociale. Et à Dunkerque, la tarification sociale allait même jusqu'à une tranche de gratuité. Ce qui veut dire que l'ouverture d'un droit apporte des comportements que n'ouvre pas la tarification sociale et solidaire. Et là, il y a un certain nombre de travaux qui existent sur cette question-là, qui montrent que, d'une part, maintenant c'est un phénomène connu, qu'il y a entre 20 et 40% de non-recours aux droits suivant les prestations liées à la tarification sociale et solidaire. Et une des raisons, ce n'est pas la seule raison, mais une des raisons, c'est qu'un droit et une allocation ne donnent pas la même définition de soi-même et n'ouvrent pas la même dignité de soi-même.
Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et en plus, la tarification sociale et solidaire, et nous, on l'avait regardé sur Grenoble sous cet angle-là, rencontre vite des limites parce que plus le public ciblé est restreint, plus il faut convaincre le reste de la population qu'il est normal de financer une partie minoritaire de la population. Et ça fait des clivages au sein de la population et ça divise. Et plus le public est visé est large, plus finalement le coût de la mesure n'est pas si éloigné que ça que du coût de la gratuité, alors que le sens symbolique est complètement différent. Donc la gratuité met tout le monde à égalité et c'est un effet fondamental. Après, la gratuité des transports s'insère dans un mouvement qui correspond à la fois aux questions sociales mais aussi aux questions environnementales qui ont été citées, c'est-à-dire la revalorisation nécessaire des transports publics. C'est-à-dire que le développement des transports publics et la gratuité vont de pair. Il est nécessaire de sortir de l'imaginaire de la voiture individuelle pour aller vers un imaginaire désirable du transport collectif. Et la gratuité fait partie de cet imaginaire désirable. On n'ira pas suffisamment loin dans le recours au transport public s'il n'y a pas un aspect de désir, c'est-à-dire des transports de qualité et gratuits. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a une accélération, donc simplement je finirai là-dessus, c'est que sur les 17 territoires de plus de 50 000 habitants qui sont en gratuité, si on regarde depuis en 2000, il y avait 2 territoires, en 2010, 6, en 2020, 12, et en 2025, 17. Donc on sent qu'il y a une accélération, et on espère que ça ira vers une généralisation de la gratuité sur l'ensemble des territoires, qui marquera une époque nouvelle pour les transports collectifs. Merci. Merci, bonsoir. Je vais vous donner quelques éléments chiffrés, financiers, parce qu'au fil de nos distributions aux différents lieux où nous avons soit fait signer la pétition, soit distribué des invitations pour la réunion de ce soir, la question qui revient très souvent, c'est oui, mais la gratuité, qui va payer et combien ça coûte? Donc, on a essayé d'approfondir un petit peu la question. On n'est pas allé au bout de l'exercice parce que pour cela, il faudrait rencontrer les responsables du syndicat mixte des mobilités sur l'agglomération grenobloise et les responsables de la TAG, et autrement dit de l'autorité organisatrice des mobilités, ce que pour le moment, nous n'avons pas pu faire. Alors, quelques réflexions donc pour essayer d'avancer sur cette question des mobilités gratuites. Aujourd'hui, le financement des transports en commun, il est assuré à la fois par les contribuables et par les usagers. C'est le cas partout en France. Soit c'est totalement les contribuables, lorsqu'il y a gratuité, soit c'est totalement les usagers, mais en réalité, c'est jamais totalement les usagers, puisque les autorités organisatrices ont toujours une part de financement autre. Ce qu'il faut bien savoir aussi, c'est que les dépenses d'investissement pour les mobilités, réaliser ces investissements par les autorités organisatrices des mobilités, de la mobilité, sont principalement prises en charge par des subventions publiques et ne sont jamais prises en charge par les recettes commerciales de ces autorités. Donc, lorsqu'on dit qu'il y a une potentielle gratuité des transports publics, des transports en commun, cela ne remet pas en cause la question des investissements nécessaires pour développer les transports en commun, puisque les transports en commun ne sont jamais financés par les recettes commerciales. Alors d'où viennent les recettes commerciales? Eh bien, selon les coûts d'exploitation, les usagers contribuent au niveau national. Ces chiffres viennent d'un rapport du Sénat sur la question des mobilités qui a eu pour rapporteur un sénateur que nous connaissons bien dans l'Isère, puisqu'il s'agit de Guillaume Gontard. Eh bien, donc, d'après ce document, la moyenne du coût financé par les usagers dans les transports en commun en France est 23%. En ce qui concerne l'aire d'intervention du SMAG, donc l'aire métropolitaine grenobloise, qui va au-delà de la métropole, puisqu'il y a aussi le Grésivaudan et le Voironnais,
les usagers représentent 18% des recettes d'exploitation, soit environ, ça varie un peu selon les années évidemment, environ 38 millions d'euros. Retenez bien ce chiffre, 38 millions d'euros. La recette principale du SMAG, en ce qui concerne donc le fonctionnement, c'est le versement mobilité. Alors, versement mobilité, c'est quoi? Avant, ça s'appelait le versement transport. Et le versement mobilité, c'est un impôt, une taxe, versée par les entreprises de plus de 11 salariés en fonction de la masse salariale de ces entreprises de plus de 11 salariés. Donc, il faut être une entreprise de plus de 11 salariés. Et à ce moment-là, on verse un versement mobilité qui représente un certain pourcentage de la masse salariale. Ce pourcentage, le Parlement l'a plafonné, hors Île-de-France, à 2% de la masse salariale. Donc, ensuite, ce sont les autorités organisatrices des mobilités qui décident de se mettre au plafond, 2%, ou de ne pas percevoir ce versement mobilité, ça n'existe pas, ou bien de se mettre à 1% ou 1,3 ou 1,5, 1,8, mais de toute façon, c'est plafonné à 2% par la loi. Cette même loi prévoit que pour l'Île-de-France, le versement mobilité n'est pas plafonné à 2%, mais il était plafonné jusqu'à présent à 3,1%, et le Parlement, dans le cadre de la loi de finances pour 2024, qui est en cours de discussion actuellement, va légèrement augmenter ce versement mobilité, mais uniquement pour l'Île-de-France. Donc on reste à 2% pour l'ensemble des métropoles françaises. Par contre, pour l'Île-de-France, ça passe de 3,1, je crois, à 3,5% possible. Ceci pour permettre à l'autorité organisatrice des transports d'Île-de-France de mieux financer le déploiement du nouveau réseau du Grand Paris. Il faut savoir donc que le SMAG, aujourd'hui, perçoit, grâce au versement mobilité, 126 millions d'euros chaque année, essentiellement issus de la métropole, qui a voté un taux de 2%, qui représente ces 2%, 112 millions d'euros chaque année. Le reste, ça vient du Grésivaudan, qui lui a voté un taux à 1,3%, qui représente aujourd'hui 12,8 millions. Et quant au Voironnais, compte tenu de son affiliation au SMAG qui est seulement partielle, il perçoit la totalité du versement mobilité des entreprises du Voironnais et il verse simplement une subvention de 1,2 million au SMAG. Donc, les chiffres qu'il faut avoir en tête, c'est que 112 millions, ça correspond à 2%. Donc moi, je ne suis pas très très fort en mathématiques, mais si 112 millions correspondent à 2%, eh bien si vous rajoutez 50%, c'est-à-dire si vous passez à 3%, eh bien vous rajoutez 56 millions d'euros. 56 millions d'euros, c'est supérieur, ça aussi j'arrive à le calculer, à 38 millions. Alors ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que le combat principal pour avancer vers la gratuité pour les usagers des transports en commun sur l'aire métropolitaine grenobloise, elle passe par un combat politique pour que le versement mobilité dans les métropoles autres que l'Île-de-France ne soit plus plafonné à 2% comme actuellement, mais devienne plafonné à 3%. Ça, c'est le premier combat politique. Et on a sollicité, on a interpellé les parlementaires isérois de la NUPES et Guillaume Gontard sur ce sujet pour qu'ils intègrent ça dans les discussions parlementaires dans le cadre de la discussion et du vote du budget 2024. Et ça, c'est le premier point. Et ensuite, il y aura un deuxième combat beaucoup plus local. C'est si effectivement la loi autorise de monter jusqu'à 3%, eh bien, il faudra que l'autorité organisatrice des mobilités de l'aire grenobloise
s'inscrivent dans cette marche vers les 3%, puisque le passage de 2 à 3% permettrait d'avoir davantage de recettes commerciales que ce que représente la contribution des simples usagers aujourd'hui. 38% les recettes des usagers, presque 56 millions, 38 millions les usagers, pardon, 56 millions si on passait de 2 à 3% pour le versement mobilité. Donc, la gratuité, elle est envisageable, ce n'est pas quelque chose de totalement utopique, complètement impossible, elle est envisageable, cela passe par un double combat, l'augmentation du taux maximal du versement mobilité et le vote par la métropole de ce taux maximal. Alors ça, c'est pour le versement mobilité. Alors vous allez me dire, oui, mais les entreprises, elles vont râler, et notamment celles qui ont plus de 11 salariés, ça ne va pas du tout leur plaire. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, les entreprises et les administrations, toutes les entreprises et toutes les administrations contribuent aujourd'hui, depuis le 1er septembre, à hauteur de 75% à la prise en charge des abonnements de leurs salariés pour les transports en commun, sans compter les indemnités kilométriques pour ceux qui n'ont d'autres possibilités que de se déplacer et de venir travailler en voiture. Donc, là aussi, nous n'avons pas, dans le cadre de ce collectif, les moyens d'approfondir jusqu'au bout la réflexion et de vous donner des chiffres complètement solides sur la question. Mais vous voyez bien que des grandes entreprises du bassin grenoblois ou des grandes administrations du bassin grenoblois qui doivent prendre en compte 75% des abonnements de leurs salariés, et bien, de leurs agents pour certaines, eh bien, si demain c'était gratuit, elles n'auraient plus à prendre la gratuité à 75%, parce que 75% de zéro, c'est quand même pas beaucoup, et donc elles pourraient contribuer davantage au versement mobilité. Et donc, je ne suis pas en capacité de répondre jusqu'au bout à la question, à savoir est-ce que c'est équivalent de passer de 2 à 3% ou à l'absence de contribution au déplacement, mais toujours est-il que là, il y a un chantier et qui montre que l'augmentation de 2 à 3% ne serait pas insurmontable pour les entreprises. D'ailleurs, beaucoup d'entreprises l'ont compris et ce qui les intéresse, c'est le développement des transports en commun, beaucoup plus que la question de la gratuité, l'augmentation du versement mobilité, etc., etc. Donc ça, c'est pour le fonctionnement. Mais comme il a été dit déjà par plusieurs intervenants depuis tout à l'heure, le développement de la gratuité n'a d'intérêt et ne peut se faire que si en même temps l'offre se développe, ce qui passe par des investissements. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les investissements, ce n'est pas les recettes commerciales qui les assument, mais c'est en général soit les collectivités directement, soit des subventions par l'État ou par par l'État ou les collectivités. Donc, pour permettre d'améliorer l'offre de transport, il faut des investissements. Ces investissements, cette augmentation des investissements, plusieurs pistes sont proposées, et notamment par le rapport auquel a contribué Guillaume Gontard. Une des premières pistes qu'il évoque, c'est de revenir à un taux de TVA à 5% pour les transports en commun, alors qu'aujourd'hui c'est à 19%, et 20, pardon, excusez-moi, cette erreur de 1%. Et donc, revenir à 5%, mais ceci n'a d'intérêt que dans la mesure, puisque c'est 5% sur la TVA, n'a d'intérêt que tant que ce n'est pas entièrement gratuit. Voilà. Mais, comme ça a été dit concernant Clermont-Ferrand, Montpellier ou même d'autres collectivités, on ne passe pas du jour au lendemain du tout payant à tout gratuit. Donc, on a là des marges intéressantes de progressivité. Deuxième piste qu'il serait intéressant de travailler, ça serait de mobiliser une part de la taxe intérieure sur les produits pétroliers et la
taxe intérieure, maintenant elle ne s'appelle plus sur les produits pétroliers, elle s'appelle la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, la TIPCE. Alors, cette taxe qui est prélevée sur toutes les consommations, que ce soit le pétrole, le gaz, l'électricité, cette taxe, elle a rapporté à l'État, au budget 2023, 18 milliards d'euros. Dans le même temps, les régions et les départements en ont profité à hauteur de 11 milliards. Et le reste, puisque c'est aux alentours de 32 milliards en tout, le reste, ça a profité à l'Agence française pour les investissements dans les transports. Donc, on pourrait imaginer, en rêvant, que demain, le Parlement vote qu'une part de cette taxe soit affectée au développement des transports en commun, alors qu'aujourd'hui, elle est pour essentiel attribuée à des investissements, notamment routiers et autoroutiers. Et donc, si, dans le prolongement de ce qu'a dit Jérémy tout à l'heure au nom d'Alteratiba ou de ce qu'a dit Cyril Châtelain, Madame la députée tout à l'heure, si on veut effectivement développer les transports en commun et aboutir un jour à la gratuité, ça passe par une augmentation des investissements et un développement de l'offre, ce qui passe par des choix budgétaires, pas simplement au niveau local par les autorités organisatrices, mais aussi au niveau national, et donc par une affectation des taxes qui sont prélevées sur les énergies en faveur des transports en commun. Parce que très souvent, dans les contacts qu'on a eus avec les personnes, on nous a dit, je termine, que oui, mais les transports en commun, il faut qu'ils soient payants, parce qu'il n'y a pas de raison. Il faut qu'ils soient payants et que l'usager paye. Et alors à ce moment-là, on répond souvent, oui, mais les routes en France, à part les autoroutes à péage, elles sont gratuites. Et tout le monde ne les utilise pas. Et pourtant, tous les contribuables y contribuent à leur investissement d'une manière ou d'une autre. Donc, ce qui est possible pour le routier, c'est possible aussi pour les transports en commun, mais il s'agit de choix politiques. Et donc, c'est la mobilisation des uns et des autres qui pourront faire évoluer ces choix. Je vous remercie.